Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur Argot TV qui reçoit aujourd'hui dans son émission phare Place des Arts Mamadou Waly Diouf qui est venu nous présenter son premier roman Colobane City. Waly, bienvenue sur Argot TV. Merci et c'est un honneur pour moi d'être sur votre chaîne de télévision. Merci, cet honneur est partagé. Et je commencerai par vous poser cette question, vous connaissant très bien, qu'est-ce qui vous a poussé à produire un roman? Bon, en fait, je dois dire que d'abord, c'est cette sensation d'une nécessité de me recréer et de faire parler mon potentiel par rapport à de nouveaux défis. Alors, c'est là que j'ai décidé d'écrire le roman et j'ai choisi le roman parce que ça me permet de libérer, n'est-ce pas, toute ma créativité et par cette même occasion, ça me permet d'être libre, n'est-ce pas, dans le choix des sujets que je traite et en fait c'est ça. Et parlant de sujets, pourquoi avez-vous choisi un genre aussi compliqué que celui policier? Bon, vous savez, dans les romans policiers, bon, on trouve du tout. Je voulais dire, dans une enquête policière, on peut voir que l'enquête peut tourner dans tous les sens. Donc, une enquête policière, par exemple, peut s'adresser à tout le monde, peut intéresser tout le monde. Vous comprenez, non? Dans la mesure où, quand il y a une enquête, n'est-ce pas, on peut tomber sur le plus haut niveau, comment dire, de la classe sociale, comme on peut tomber sur le plus bas niveau de la classe sociale. Bon, Colobane City, parce que Colobane, ça me parle, dans la mesure où j'ai habité Colobane. C'est là que j'ai fait l'école primaire jusqu'au CE2, n'est-ce pas? Donc, depuis tout petit, on nous racontait l'histoire de Yadikoun. Justement, une histoire de voix version sublime, j'allais dire, une histoire fantastique, n'est-ce pas? Qui nous est restée à l'esprit. En tout cas, moi, ça m'est resté à l'esprit. Et lorsqu'il s'est agi d'écrire le livre, par exemple, ce sont ces idées qui sont revenues à la surface. Parce qu'en réalité, quand je parle de me connecter à mon énergie créatrice, là, au moment où je me connecte à cette énergie, je me rends compte que tous mes souvenirs rejaillissent à la surface. Et c'est à partir de là que j'ai pu me rappeler de cette histoire de Yadikoun et me dire que ce serait quand même, ce serait bien de prendre Yadikoun comme un des personnages principaux, bien que n'étant pas le héros, parce qu'il n'est que l'anti-héros. C'était en quelque sorte, n'est-ce pas, une forme de rendre hommage à Colobane, où j'ai habité, et aux habitants de Colobane, et à mes amis d'enfance. Ça se voit que Colobane vous a beaucoup marqué, parce que vous parlez de la République de Colobane. Vous revenez encore comme la capitale, vous l'appelez Colobane City. Même les directions, il y a toujours le mot Colobane qui revient. Bon, ça c'est juste pour donner une indication et simplifier au lecteur la compréhension de l'ouvrage. Parce que je n'ai pas voulu quand même donner plusieurs noms. Par exemple, donner Colobane City, par exemple, la capitale d'une autre république, quelque chose comme ça. Donc j'ai voulu uniformiser, n'est-ce pas, pour qu'il y ait beaucoup plus de facilité au lecteur à assimiler, n'est-ce pas, l'histoire. Revenant sur votre roman, vous parlez tantôt que Yadikoun est un anti-héros. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a une tête bien faite, avec beaucoup de diplômes. Il a eu un cursus scolaire irréprochable. Mais malheureusement, comme il n'a pas trouvé un métier, bon, il a même un métier, peut-être, il n'a pas trouvé un emploi. La société ne l'a pas admis comme tel, comme si on privilégiait de l'avoir sur l'être. Cela l'a poussé aujourd'hui, pour ne pas trop subir cette pression sociale, à s'immiscer dans des organisations comme le crime organisé pour pouvoir se réaliser, se faire et se faire respecter. Vous ne pensez pas quelque part que non seulement nos sociétés sont telles quelles, comme je disais tantôt, on a toujours privilégié l'avoir sur l'être, mais vous ne pensez pas également que c'est nous, à notre niveau, que nous devons nous revoir pour pouvoir, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'être dignes, quelles que soient les circonstances? Vous ne pensez pas? Excellente question. En fait, ce que je veux dire sur ce point, c'est que Yadikoun, en réalité, il est un anti-héros parce que c'est quelqu'un de bien éduqué.
Quelqu'un de bien éduqué, c'est quelqu'un qui est capable de trouver le moyen de se réaliser sans pour autant faire tort aux autres. N'est-ce pas? C'est ça, quelqu'un d'éduqué. Mais si on voit que Yadi Kone, au lieu de tout cela, est allé intégrer le crime organisé, c'est pourquoi je dis que c'est un anti-héros. C'est un anti-héros, d'où le réveil. N'est-ce pas? Parce que c'est au moment du réveil qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas pris le chemin qu'il devrait. En réalité, à partir de là qu'il a pris, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas qu'il était sur la bonne ligne, qu'il était sur le droit chemin, comme on a tendance à dire, mais il a été désorienté par l'opinion? Oui, vous avez raison quand vous dites qu'il a été désorienté par l'opinion. Oui, parce qu'il s'est laissé définir par les autres. Parce qu'il s'est laissé définir par les autres, qui n'ont accès qu'à son moi extérieur, et il a laissé le moi extérieur dominer son moi intérieur. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où les apparences comptent énormément. Oui. Vraiment, pour se faire respecter, il faut avoir un certain standing. Vous ne pensez pas qu'en voulant se faire respecter, il a voulu vraiment aller dans un chemin autre que celui qu'il s'était lui-même tracé? Oui, parce qu'en voulant, par exemple, s'exprimer dans le monde matériel, il a tout simplement pris de la distance, n'est-ce pas, de la personne qu'il aurait dû être. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a pris de la distance avec cette personne-là, ce moi intérieur-là, qu'il n'a pas pris le temps d'explorer et d'appréhender. Donc il a laissé les autres, comme je disais tout à l'heure, les autres le définir par rapport à son moi extérieur. Et les autres n'ont pas accès à son moi intérieur. Les autres ne peuvent pas le définir. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est à nous, à chacun d'entre nous, de faire un travail au plus profond de soi pour comprendre qu'il y a une foultitude de manières d'exister et de ne pas seulement se focaliser sur un objectif financier ou matériel. Mais vous pensez pas que la faute revient plus à la société qu'à sa personne? Est-ce qu'il n'est pas victime de la pression sociale? C'est tout à fait. Voilà, merci. En fait, c'est à sens équivoque. Je peux dire que c'est à double tranchant. Parce que là, c'est vrai, Yadi Kone a une responsabilité. Mais la société, elle aussi, en a une non négligeable. Dans la mesure où, si vous regardez bien, le titre du roman, c'est Koloban City, le réveil de Yadi Kone. Je parle beaucoup plus de Koloban City, n'est-ce pas, du comportement de cette société-là, des comportements de cette société-là, qui vont pousser Yadi Kone à prendre certaines décisions qui n'étaient pas les plus rutilantes, j'allais dire. N'est-ce pas? Donc, oui, vous avez raison de dire que la société, en quelque sorte, est grandement responsable, parce que quand on revient à l'adage selon laquelle l'homme n'est que ce que le milieu fait de lui, là, on voit nettement apparaître que votre idée est incrustée dans le marbre et tout est vrai dans ce que vous avez dit. Donc, une grande part de responsabilité revient à la société qui broie ses enfants, parce que la société crée ses élites, ses modèles, mais par la même occasion, elle crée ses déchets. Tout à fait. Et donc, c'est cette dualité, n'est-ce pas, que j'ai voulu faire dans ce livre. Et puis, je suis allé plus loin que ça. Lui, en voulant réviser les statuts, allez-y. Je suis allé plus loin que ça dans la mesure où vous allez vous rendre compte. Bon, je ne veux pas dévoiler l'histoire, mais si vous avez la chance de lire le livre, vous allez vous rendre compte que parmi les élites, il y a pas mal d'entre eux qui ne jouent pas le franc jeu. C'est-à-dire que la société leur a tout donné, mais en retour, n'est-ce pas, ils ne font que subtiliser à la société ce qui lui revenait de droit. Justement, parlant de Yadi Kone, est-ce que c'est parce qu'il voulait refuser ses statuts de décès social que ça l'a amené à être aujourd'hui un zéro social, comme on dit? Bon, je n'ai pas vraiment compris votre question. Je dis Yadi Kone, en réalité, en refusant d'être ce décès social comme vous le définissez, cela devait-il le pousser vraiment à emprunter aujourd'hui une voie où il va faire du mal à sa propre société? Parce qu'en
intégrant une organisation comme une organisation criminelle, je pense qu'il fait beaucoup plus de tort à la société qu'à sa propre personne en fait. Tout à fait. En fait, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un anti-héros, parce que déjà lui, c'est quelqu'un de bien éduqué, donc il doit être en mesure de tirer son épingle. J'aurais préféré quelqu'un de bien formé que quelqu'un de bien éduqué. Bon, en fait, c'est la même chose. Ça n'a pas de différence. Pour moi, ça n'a pas de grande différence, quoi. Parce que l'éducation, c'est un tout, en fait. La formation, ce n'est qu'un pan de l'éducation. Donc, c'est pourquoi je préfère dire quelqu'un de bien éduqué. Parce que je prends en compte les valeurs familiales. Oui, l'éducation, ça donne de bonnes valeurs. L'éducation, oui, ça donne de la morale. Voilà. Mais on peut être d'une très grande formation sans avoir de toutes ces morales. Voilà. Quand on prend aujourd'hui, je dirais peut-être, quelqu'un qui arrive à dévaliser une banque, c'est parce qu'il en a dans sa tête pour pouvoir le faire. Je parle d'un système de piratage informatique. Celui-là, c'est quelqu'un de bien formé. Mais est-il bien éduqué? Je dirais non. Parce qu'il était de bonne morale, il n'allait pas pirater aujourd'hui une banque. Je ne sais pas si vous trouvez la différence. Je me retrouve bien dans votre question et dans votre nuance. Mais ce que je voulais que vous compreniez, c'est que pour moi, quelqu'un qui dévalise une banque, il a ses raisons, il a sa position, bien que ce n'est pas quelque chose qu'on va cautionner ou quelque chose qu'on va considérer comme étant quelque chose qu'on devrait faire. Ça, on le condamne de manière ferme. Mais il faut aussi reconnaître qu'il n'est pas donné à n'importe qui de, cambrioler une banque, par exemple. Exactement. Donc, là, ce que vous dites, je dis que vous pouvez être d'une très bonne formation. Vous parlez de morale, mais si vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte que c'est effectivement cette morale-là qui l'a conduit à intégrer le crime organisé. C'est-à-dire que cette morale sociale, j'allais dire, tu vois, ce système de pensée qui est articulé autour du matériel. Donc c'est de ça dont il s'agit. De telle sorte que il y a de nouvelles morales qui acceptent qu'on s'enrichisse, n'est-ce pas? Et comme dit l'adage, l'argent n'a pas d'odeur. L'essentiel, c'est d'en avoir et que si tu en as, tout le monde. Donc, ce que je voulais, là où je voulais rebondir, c'est là l'intérêt de votre question, c'est de dire que Yadikon a fini par se rendre compte, n'est-ce pas, que ce qui était important dans la vie, ce n'est pas tant ce que l'on possédait, mais la personne que l'on devenait. Parce que ce qu'il faudrait, c'est de devenir soi-même. Comme vous avez posé votre question, est-ce qu'il était lui-même au moment où il a choisi d'intégrer le crime organisé? Certainement pas, parce qu'il a laissé les autres le définir, de telle sorte que cette définition, n'est-ce pas, a fait naître des idées, une forme d'image de soi, qui a fait naître des émotions, et ces émotions-là ont conditionné ses choix et ses attitudes. Donc c'est de ça dont il s'agit. Et si on regarde, on se rend compte que ce qu'il faudrait regarder le plus dans tout cela, ce ne sont pas les choix de Yadikon, mais les facteurs qui l'ont poussé à opérer ce genre de choix. Ne pensez-vous pas que ceux-là qui devaient aujourd'hui organiser la société sont ceux-là qui même la divisent? Parce qu'il y a un passage de Yadikon, quand il passait le bonjour aux vieux, une fois qu'il les dépasse, on commence à dire du mauvais sur lui. Regardez-moi ce gosse, avec tous les diplômes qu'il a, il n'arrive même pas à trouver un emploi, c'est un vaurien. Vous ne pensez pas que c'est des expressions qui poussent à la révolte? Oui, ça me fait même sourire parce que c'est tout à fait vrai. Ça pousse à la révolte et ça pousse à déconstruire, n'est-ce pas, ce système de croyance initiale et à se reconstruire une nouvelle identité, tout en se disant que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas la personne que l'on devient parce qu'on est libre de choisir. De choisir entre l'idée qui va pourrir notre esprit ou l'idée qui va germer à notre esprit pour permettre à l'esprit de se réaliser. N'est-ce pas? Donc Yadikon, il a fait le mauvais choix, le choix de planter une mauvaise graine à son esprit, c'est-à-dire que pour lui, pour exister, il fallait, coûte que coûte, n'est-ce pas, qu'il s'enrichisse.
En réalité, même de manière illicite. En réalité, lui c'était une très bonne graine. Vous ne pensez pas qu'il a été planté dans un mauvais champ. Parce que dans le cadre où il se trouvait, les gens ne voient en lui qu'un futur Crésus. Du moment qu'il a... Un Crésus. Exactement. Un Crésus. Alors, vous ne pensez pas qu'il a subi plus ce malheur de se retrouver dans un milieu qui n'aurait dû pas être exactement son milieu naturel. Parce que, je le dis, l'homme n'est que ce que le milieu fait de lui. D'accord. Mais c'est pourquoi nous devons être plus forts que notre environnement. Mais dans ce milieu, je vois que vous vous interrogez. Tantôt, vous posez la question à savoir, devons-nous rester ceddo comme nous le fûmes, ou aujourd'hui, nous ancrer dans les nouvelles religions révélées, comme nous les qualifions, à savoir le christianisme, l'islam, des religions qui nous ont été importées. Mais il y a un passage dans lequel je vois vous insistez beaucoup sur le saltigué. Et lui, il est sûr même de ses faits, contrairement aux autres qui demandaient à des prières et attendaient à ce que Dieu ou Allah fasse qu'il y ait une solution à leur problème. Contrairement au saltigué qui était vraiment très sûr de son action. Est-ce que ça ne crée pas aujourd'hui un conflit entre les confessions, nos croyances? Bon, je crois qu'il ne pourrait pas y avoir de conflit, même si peut-être qu'il y en a, n'est-ce pas, en sourdine, peut-être qu'il y a des conflits qui ne sont pas apparents. Mais ce que je voulais dire par ce passage, c'est qu'il y a des choses qui sont là, n'est-ce pas, qui nous appartiennent et dont on ne prend pas conscience. Comme lesquelles? Comme par exemple nos valeurs ancestrales. Nos valeurs ancestrales qui sont comment dire, en voie de disparition, comme on le dit. Comme par exemple nos valeurs ceddo, mais ceddo, ce n'est pas seulement, comment dire, l'adorateur d'idoles, n'est-ce pas? Ou le propre, le ceddo n'est pas, comment l'expliquer? Ça n'explique pas, n'est-ce pas, qu'un mécréant qui a un culte païen. C'est pas ce que cela veut dire. Mais c'est relatif, parce que quand vous parlez de quelqu'un de mécréant, le sérieux que vous êtes, vous connaissez Roxane. Oui. C'est quelque part votre Dieu. Oui. Et Roxane... je vais vous corriger, c'est pas Roxane, c'est Roxeng. Ah, Roxeng. Roxeng. L'unique. L'unique. Voilà. Voilà, l'unique, ça renvoie à Dieu. Oui, c'est Dieu l'unique. Roxeng, c'est Dieu l'unique. D'accord. Dieu l'unique. Si on... Roxeng. Même dans la culture lébo, oui. Vous voyez parfois les séances de neup. Vous verrez que quelqu'un qui est en transe, il est beaucoup plus à l'aise avec des cantations de, comment il s'appelait encore, Baye Daouda, que des versets qui lui viennent d'Arabie. Tout à fait. Vous ne pensez pas que nous devrions beaucoup plus nous axer sur nos cultures, sur nos croyances en nous, que de se focaliser sur ce qui nous a été importé? Parce que quelque part dans le roman, je sens ça en vous. Même les noms que vous donnez à vos, comment dirais-je encore, à vos héros, vos personnages, tout ça, sont des noms carrément africains, typiquement africains. Tout à fait. Et qui renvoient même à des significations. Elles ne sont pas gratuites, tout ça. Tout à fait. Vous avez raison. Mais ce que je voulais dire par là, c'est juste que vous avez parlé de Ndeup, n'est-ce pas, de séance de Ndeup. Là, on voit quelqu'un entrer en transe, habité par l'énergie vitale d'une puissance invisible peut-être. Moi, je vais l'appeler l'esprit ancestral. Exactement. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça dont il s'agit. En fait, j'invoque cet esprit ancestral-là à venir nous habiter. Et à partir de là, cela n'empêche pas, par exemple, que l'on soit un bon musulman ou un bon chrétien. Parce qu'il y a contradiction. Non, il n'y a pas... Parce en l'islam, que je maîtrise beaucoup mieux qu'une autre religion, on dit que Allah n'aime pas l'association. Non, je ne parle pas des pratiques. Oui, je ne parle pas des pratiques. Mais moi, dans les pratiques légaux, en fait, dans les pratiques légaux, on n'invoque pas Allah, on invoque nos ancêtres. Non, je parle de valeurs. C'est-à-dire que... Allez-y. Bon, tantôt on parlait de pratiques, oui, n'est-ce pas? Mais là, je crois qu'on est entré dans le cadre, n'est-ce pas, de valeurs. Et quand on parle de valeurs ceddo, ce ne sont pas les pratiques ceddo, mais les valeurs humaines. On parle des valeurs humaines.
n'est-ce pas? Qu'est-ce qui définit un Tchèdo en fait? Le Tchèdo, c'est l'homme intègre. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Tchèdo, c'est l'homme intègre. C'est le Tchèdo. Tu vois, oui. C'est l'homme qui a des vertus, qui a une morale, n'est-ce pas? Et qui sait que son rôle, c'est de rendre service à autrui. C'est ça le Tchèdo en fait. En fait, c'est la définition que j'en tire. Et si on remonte loin dans notre histoire, Tchèdo veut dire en mandingue, Kédo, c'est un vrai homme. Un vrai homme, c'est un homme de parole, n'est-ce pas? C'est un homme, c'est un travailleur. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui a toutes les caractéristiques et toutes les vertus d'un véritable homme, de quelqu'un qui est, comment dire, serviable et prêt à rendre service aux besoins. Donc, c'est ça. Mais dans le roman, Yadikone, il est plus musulman que Tchèdo. C'est parce qu'il a eu des soucis qu'il s'est référé à ses ancêtres. Voilà. Ne pensez-vous pas qu'il est beaucoup plus loisir pour tout Africain que nous sommes de se référer beaucoup plus à nos traditions qu'aux religions révélées ou importées? Bon, en fait, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il est le temps pour les Africains de s'approprier ces valeurs-là, de se regarder en face et de savoir que c'est notre histoire. Et nous ne pouvons pas les nier. Nous ne pouvons pas la nier. Donc il faudrait qu'on incorpore ces valeurs, même si nous sommes de fervents chrétiens ou de fervents musulmans, mais il faut que nous acceptions ces parts de nous, savoir que peut-être c'est la part sombre de nous, mais il faut que nous l'acceptions pour quand même avoir accès à cet esprit du temps, à cet esprit divin. Pour paraphraser Senghor qui disait que on peut tout perdre sauf sa culture. Et ce passage de Yadikone le prouve à souhait. Parce que Yadikone, un bon musulman qu'il était, quand il s'est retrouvé vraiment dans la merde, excusez-moi du terme, oui, c'est ça. Il a plus pensé à ses ancêtres qu'à la religion qui lui a été imposée. Tout à fait. Parce que l'islam est venu d'une manière belliqueuse, un peu belliqueuse, oui. Tout à fait, en Afrique. C'était juste une petite parenthèse. Tout à fait. Mais pour revenir au roman proprement dit, vous parlez de Amoul Yakar. Oui. Amoul Yakar, ça renvoie à un de nos policiers, en tout cas de nos jours, le plus réputé comme étant le moins corrompu, pour ne pas dire celui qui n'a jamais été corrompu. Tout à fait. C'est un... Vous avez choisi ce nom pour lui rendre hommage ou c'est vraiment par pure coïncidence? Oui, les deux à la fois. Parce que j'ai choisi ce prénom pour lui rendre hommage, mais aussi, d'autre part, j'ai choisi ce nom pour donner un signal. Parce que c'est Amoul Yakar. C'est sans espoir pour la corruption, pour les gangs de bandits. De savoir qu'avec Amoul Yakar, c'est sans espoir. Donc c'est dans ce sens-là. Mais ça rejoint, n'est-ce pas, cette idée du Amoul Yakar que nous connaissons, n'est-ce pas, ce flic incorruptible. Donc voilà. Et c'est un nom qui colle au personnage de Amoul Yakar dans le roman. D'accord. C'est dans ce sens que j'ai pris ce prénom. D'accord. En parlant de Amoul Yakar, qui a joué un très grand rôle, finalement même on dirait que c'est lui le héros de votre roman. Oui. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maintenant, Yadikone, que vous avez tantôt défini, parce que nous tous dans notre enfance, moi qui ai habité la Médina, j'en sais quelque chose, c'était de Nero, parce qu'on nous a tout le temps raconté ces histoires. Maintenant, c'était des histoires vraies où c'était de la légende. On ne pourrait pas en dire beaucoup plus parce que nous ne l'avons pas connu. Mais le Yadikone du Sénégal, on peut le considérer comme notre Robin de Bois. Celui qui cherchait vraiment à prendre chez les riches et donner aux pauvres. Oui, tout à fait. Mais toi, ton Yadikone, c'est plus le contraire. Oui. Lui, il cherchait à se réaliser lui pour vraiment avoir une place dans la société. Tout à fait. Pourquoi vous avez opté pour ce Yadikone contrairement à celui que nous connaissons? Parce qu'en fait, il faut comprendre que le roman, ce n'est pas l'histoire du Yadikone que les gens connaissent. C'est l'histoire d'un jeune de la banlieue de Colobane, n'est-ce pas, qui, en lisant son histoire, on se retrouve dans notre propre réalité. Donc c'est de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Et généralement, c'est là qui porte le nom de Yadikone. Ils sont qualifiés comme
des monstres. Parce que c'est dans notre image générale, nous, et dans nos croyances, une maman qui souvent fait de fausses couches, quand elle réussit à avoir un enfant qui a survécu, on l'appelle Yadikoun. Tout à fait. Et là, vous parlez du réveil de Yadikoun. Moi, je pensais que vous allez parler du revenant. Oui, cela va de pair, dans la mesure où, si vous lisez le livre, d'abord, il a été un chômeur désespéré. Ensuite, il est allé, il est parti intégrer le crime organisé en tant qu'initié. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il n'est qu'un sacrifié. Et c'est là, après cette prise de conscience, qu'il a commencé à, comment dire, prendre goût au réveil. C'est là a commencé à sonner le réveil, n'est-ce pas? Et c'est dans le réveil qu'il a pu rencontrer Amoul Yakar, puis une collaboration en vue d'arrêter les caïds du crime organisé de Colobane City. Donc, et puis, après le réveil, il y a eu le nouveau départ. Donc, comme je le disais, que beaucoup de gens sont focalisés sur Yadikoun et Amoul Yakar. Oui. Mais il y a un troisième personnage, un personnage dont on ne parle pas, et on ne m'a pas encore posé de questions par rapport à ce personnage. Et ce personnage, c'est Melakh. En réalité, Melakh, c'est le méchant. Parce qu'on a parlé de héros, de anti-héros, mais on n'a pas parlé du méchant. Et le méchant, c'est Melakh. Oui. Et Melakh, si vous regardez la couverture, vous allez voir qu'il y a une tête de mort. Donc cette tête-là, elle représente l'inconnu le plus recherché par la police, dont on ne connaît pas le visage. Celui dont on ne connaît pas le visage. Donc ce Melakh-là pourrait être n'importe qui dans le livre. Oui. Tu vois. Donc c'est un des personnages les plus importants du roman. C'est même un personnage central. Tout à fait. Tout à fait. C'est l'énigme en fait. C'est l'énigme. Oui. Voilà. Mais en dehors de Melakh, je me rends compte que vous donnez des noms qui ont référence au feu. Oui. Qui ont référence à des éclairs. Oui. Pourquoi ce choix en fait? Yadikoun, ce n'est pas quelqu'un qui est allé d'une manière rapide dans son ascension sociale, entre guillemets, si on peut l'appeler comme tel. Parce qu'il a fait des chemins, il a bourlingué pour en arriver à ce point. Donc pourquoi des noms qui renvoient à la rapidité? Donc en fait, oui, ce sont des noms qui renvoient à la rapidité, oui, parce que il a suffi qu'il intègre le crime organisé pour changer de situation sociale. Oui, mais il a mis... Tu vois. Donc la rapidité dans cette recherche de richesse. Oui. C'est pourquoi Melakh porte mais il a pris tout le temps d'initiation avant d'être intégré dans ce crime organisé. Mais pendant tout ce temps, il était grassement payé. Il a fait du chemin. Donc on ne peut pas dire qu'il a connu une ascension fulgurante. En fait, ce que je veux dire, ce que je veux que vous compreniez, c'est que dès qu'il a intégré le crime organisé, il a commencé à être payé grassement, n'est-ce pas, des montants qu'il n'a jamais pu avoir. Oui, mais il en a payé le prix. Tu vois, voilà, c'est de ça dont je parle. Maintenant, Melakh, pourquoi je parle de Melakh et des faits Tantal? Oui. Melakh, c'est le pape du crime. Les faits Tantal, par exemple, ce sont les soldats. Vous comprenez, non? Donc, en fait, les faits Tantal, Melakh, tout ça, c'est pour donner une idée de l'organisation, de l'organigramme de l'organisation criminelle. Parce qu'en tête, je l'ai dit dans le roman, il y a Melakh à la tête, le Magoum en second et les faits Tantal dans les rangs. Donc ça veut tout dire quoi. Il y a l'éclair et les étincelles. Oui. Donc c'est comme pour dire que Melakh, l'éclair, c'est le général et les faits Tantal, ce sont les soldats. Donc c'était juste dans cette idée-là. Mais ce n'était pas en réalité dans une idée de dire, n'est-ce pas, que l'ascension de Yadikoun, passant par Melakh, devrait être une ascension fulgurante ou expéditive. Donc voilà. Ok. Maintenant, moi je vais parler de l'auteur que vous êtes, parce que c'est une belle surprise pour moi. Je n'aurais jamais cru que vous allez produire un roman pour vous avoir bien connu. Même si dans nos discussions, j'ai ressenti souvent ce brin
de citations littéraires. Pour vous, qui n'êtes même pas d'une formation littéraire, parce que vous êtes comptable de formation, mais qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à produire un roman? Vous qui savez, plus est un roman policier. Bon, en fait, l'écriture, depuis le rap, hein, oui, donc vous étiez membre de Coach Squad. Voilà, j'étais membre de Coach Squad, donc depuis le rap, hein, c'est là que j'ai commencé à véritablement me familiariser avec l'écriture et j'ai véritablement commencé à me servir de mon imagination. Et ce que j'ai appris, n'est-ce pas, de cette expérience, c'est que l'imagination, c'est comme un super pouvoir, si on sait la canaliser, mais c'est aussi comme un poison mortel. Comme on dit, l'imagination a des ailes. Si on ne sait pas la canaliser. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Voilà. Très bien. Voilà, je disais que moi qui vous connaissais très bien, c'est une agréable surprise hein, de voir que vous avez produit ce très bon roman, que je conseille d'ailleurs aux internautes hein, d'aller le chercher s'ils ne l'ont pas encore lu, parce que c'est du bon. Merci. Comment avez-vous réussi hein, comme je disais tantôt, je vous connais très bien, et que vous habitez dans un milieu vraiment très hostile à la création, à la production, comment avez-vous fait vraiment pour nous vraiment pondre ce chef-d'œuvre? Oui, donc je disais que c'est vrai que l'environnement peut être hostile si on le considère comme tel, mais ce que je dois dire, c'est que on doit dépasser notre environnement et puiser cette force au plus profond de nous. Et à partir de là, nous pourrons même faire de la chose la plus négative quelque chose de positif et en tirer du bon. Donc c'est en quelque sorte comme ça. Moi, je n'ai pas considéré, par exemple, mon environnement comme étant un environnement hostile, parce que j'ai compris qu'il fallait être stoïque et se concentrer sur son objectif. Et au-delà de ce stoïcisme et de cette concentration, il y a la discipline. Et ce que je voulais partager aujourd'hui, et grâce à votre question, je vais le faire, c'est de dire qu'on n'y arrive que par la seule force de la discipline. Parce que je vais vous dire que lorsque j'écrivais le livre, j'avais par exemple une discipline de 1000 mots par jour. N'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances, quelle que soit ma forme physique. Donc c'était une discipline que je me suis inculquée et que je me suis fixé comme objectif à atteindre et à respecter. Et mais c'est par cette force peut-être que j'ai réussi Comment ton entourage immédiat a réagi après l'édition de ce roman? Bon, je dois dire qu'ils ont été surpris, c'est normal, n'est-ce pas? Ils ont été surpris de voir que j'étais dans une entreprise de cette envergure. Oui, ils n'auraient jamais pu le penser, mais comme je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas de limites. Les limites, c'est celles que nous fixons, quoi. Vous n'avez pas de limites. Et là, je vais vous passer une image que vous allez commenter avec moi. Ok, d'accord. Et que cette image va renvoyer beaucoup sur votre trajectoire artistique. Oui, là, je me rappelle bien de cette image. C'est lorsque j'étais à Navajo NBA. Qui est un groupe d'Oscar des vacances. Oui, un groupe d'Oscar des vacances qui est même vainqueur du trophée d'Oscar des vacances. Exactement. Oui, c'est vrai que j'ai été danseur avec Navajo NBA et je n'étais pas des moindres. Parfaitement. Je n'étais pas des moindres. Je crois que je fus un bon danseur et jusqu'à présent je danse parce que je danse avec les mots maintenant. Ah, très bien, voilà. Merci. Parce que Navajo NBA, il faut le rappeler, hein, c'est le groupe qui a vu éclore des artistes comme Karloudi, Mami Mbaye, tout à fait. Comment il s'appelle encore, Ndiémé Sam. Oui, à qui je fais un coucou parce que voilà, ils font partie de notre histoire et de notre trajectoire personnelle. Karloudi, Mami Mbaye, comme Ndiémé Sam. Exactement. Donc, et tant d'autres. Voilà. Hein, et tant d'autres. Qui nous excusent de ne pas les citer. Tant d'autres, voilà. La liste n'est pas exhaustive. Et vous vous rappelez très bien de la prise de cette photo? Bon, je me rappelle bien de la prise de cette photo. Je crois que c'était en 1998. C'était notre finale de 1998. Je crois que j'ai la bonne mémoire. C'était en 98. C'était au Terroubi, quand on préparait le tournage du clip de Suzanne Camara. Ah voilà, merci, merci. Bon rappel.
Voilà, et je voulais qu'on termine sur cette note. Parce que oui, ça m'a beaucoup fait plaisir quand même. Ah, merci. Oui. Mais ça a été un plaisir. C'est une note positive. Une note positive, ça m'a Ça a été un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Et Argo TV reste une chaîne pour tout le monde parce qu'elle est faite par tout le monde. C'est comme on dit, c'est une chaîne de la rue pour amener vraiment la rue chez les uns et les autres. Et que vous, en tant qu'un produit de Navajo NBA, mais également de Coach Squat, pour ceux qui ne le savaient des pas, Parcelles Assainies. Des Parcelles Assainies, de Colobane, de la Cité Police. Tout à fait. Vous avez eu une trajectoire, mais vous venez également de Fatick. Hein? Oui, je viens de Djilor Djidjak. Exactement. Je viens de Djilor Djidjak. Je vais m'appesantir un peu sur cela. Et il faut dire que Djilor, c'est le village d'enfance du président Léopold Sédar Senghor. Et vous avez des traits avec Senghor, même dans votre mimique? Oui, nous avons des traits parce que je dois dire que Senghor et mon père appartiennent à la même lignée matrilinéaire, la lignée des Tabor. Ah, d'accord. Comprenez, non? Peut-être c'est de là que je tiens cette ressemblance. Je vois. Comme on dit que bon ça nous saurait mentir. Et là, le bon poète que vous êtes, merci. Vous devenez un très bon romancier. En tout cas, tous ceux-là qui ont lu ce roman l'ont apprécié. Merci. Et nous vous encourageons. Mamadou Waly Diouf, hein, oui. Pour vous avoir bien connu, avoir suivi une bonne partie de votre trajectoire, quel serait aujourd'hui un mot que vous allez adresser à la jeunesse? Parce que je vous ai connu avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, quelqu'un qui a toujours cru en lui. J'aurais bien aimé que votre dernier mot s'adresse à la jeunesse parcelloise d'une manière particulière, mais généralement à toute la jeunesse sénégalaise. Bon, merci de votre question. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est de croire en eux d'abord et d'essayer de se reconnecter à eux-mêmes. De savoir qu'ils ont un potentiel peut-être inexploré, mais tout est à leur portée. Il suffit juste qu'ils le veulent, qu'ils changent d'état d'esprit, qu'ils sachent qu'ils sont capables, qu'ils peuvent le faire. Et il suffit juste qu'ils y croient, qu'ils y croient. Je crois que c'est ça. Et l'autre conseil, c'est de leur dire que si on reste à attendre que quelqu'un d'autre vienne nous sortir de notre situation indigente, là, on est en force, on est dans une mouvance de faiblesse collective, dans la mesure où personne ne viendra nous sortir, n'est-ce pas, de notre misère. C'est à nous de prendre notre destin en main. Merci bien, M. Dramé, et merci de votre invitation. C'est un honneur d'avoir été sur votre plateau. C'est moi. Et c'est sur ces notes pleines d'objectivité et de sagesse à l'endroit de la jeunesse que nous allons terminer cette émission, La Place des Arts. Nous remercions beaucoup notre invité Mamadou Waly Diouf, qui est venu nous présenter son premier roman, Colobane City. Je ne saurais également terminer sans pour autant remercier nos internautes qui très souvent nous suivent dans toutes nos plateformes digitales. Je ne saurais également terminer sans pour autant remercier notre cadreur Abdoulaye Diatta, la réalisatrice Aram Sall et le producteur de l'émission Jazz. Et on se donne rendez-vous un de ces quatre, Inch'Allah.